Je suis Odile Gosillon-Fronsac, je suis alsacienne depuis des décennies. J'ai travaillé l'histoire depuis des décennies aussi et je suis passionnée d'images, images animées essentiellement. Donc j'ai d'abord travaillé l'histoire du cinéma en Alsace, c'est-à-dire la façon dont les Alsaciens se sont appropriés le cinéma et aussi la façon dont le cinéma rendait compte de la vie des Alsaciens et de l'Alsace. Et puis, depuis 15 ans, j'ai fondé une association qui a créé une cinémathèque régionale d'Alsace. Donc, nous sommes attachés à collecter tous les films qui sont dits inédits, c'est-à-dire des films qui sont soit des films de famille, soit des films d'entreprise, des films de collectivité, des films de clubs sportifs, enfin voilà, tout ce qui échappe au dépôt légal. C'est-à-dire que les films qui passent à la télé vont tous à l'INA, donc sont protégés. Les films qui passent dans les salles vont soit à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, soit aux archives françaises du film, donc sont protégés aussi. Et tout le reste, c'est-à-dire la plus grande production mondiale, est fort menacée par la poubelle. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus de projecteurs pour voir ces films, ils sont détruits. Et donc j'ai une grande passion pour ces documents historiques qui sont absolument inestimables, précieux, irremplaçables, qui sont fragiles parce qu'ils sont en exemplaire unique et qui témoignent de beaucoup de choses sur la vie de l'Alsace et des Alsaciens. Pour moi, être alsacien, c'est peut-être habiter en Alsace et être content d'y être. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est se sentir bien là, c'est défendre l'Alsace, pas comme on défend sa famille, quoi. On peut attaquer, tout le monde peut attaquer ma famille à condition d'être de la famille. Mais si c'est les autres, ça va pas. Et moi, je sens ça pour l'Alsace. Je veux dire que je peux dire que ouais, les Alsaciens, des fois, ils sont ci, ils sont ça. Mais si quelqu'un d'ailleurs attaque l'Alsace, ça ne va plus. Donc pour moi, c'est le sentiment d'appartenir à une région qui n'est pas sans défaut, mais que je défends parce que je m'y sens bien. Ce que je sens pour l'Alsace, ce qui me semble juste, c'est... on est toujours dans un... Bon, l'Alsace, c'est un fossé d'effondrement, hein, c'est un rift. Blum, on est quelque part dans une zone de faille. Et je ressens ça très physiquement. Je trouve que l'Alsace, c'est un endroit fracturé, faillé par son histoire, par sa culture. Et que on n'a pas forcément ça ailleurs. Alors, ça se traduit comment dans la culture alsacienne? Je pense que ça se traduit par le fait de se sentir double. Ouais, bien sûr, il y a toute une composante germanique partout, dans la langue, dans l'architecture, dans la littérature, etc. Et puis il y a une part française, bien entendu, donc on est double. Et puis, en même temps, comme on n'est pas tout l'un, tout l'autre, on est plus réceptif à l'autre, à autre chose que... Voilà, il y a des régions où on est, boum, alors on va être breton, je sais pas. Mais en Alsace, je trouve que ce que je trouve séduisant, c'est ce côté, faillé et donc du coup ouvert. Hein, qui a dit que heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui fait que beaucoup de gens se sentent bien ici parce que c'est pas clos, parce que c'est des passages, c'est des mélanges, c'est des identités plurielles à tous les niveaux, à la fois parce que c'est des gens qui viennent de partout, puis chaque personne a une identité plurielle,
Et je trouve ça extrêmement riche. Ce côté faillé peut avoir des conséquences assez diverses. Je veux dire, vous avez des gens qui... ça crée aussi une inquiétude, une incertitude, et ça peut créer de l'autonomisme, du repli sur soi, tas de choses qui sont plutôt excluantes. Et puis ça peut créer une envie de découvrir autre chose. Et, moi, ma grande idole, c'est Albert Kahn, c'est-à-dire que c'est un Alsacien de Marmoutier qui quitte l'Alsace, qui va à Paris et qui va créer les archives de la planète, c'est-à-dire il va créer une centaine de kilomètres de films tournés dans le monde entier. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense que les gens ainsi se connaîtront mieux par l'image, et que s'ils se connaissent, ils pourront plus se faire la guerre. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est tellement fort chez les Alsaciens et qui me touche tellement, c'est ce côté lié à la fracture en insécurité, quelque part. Parce que, bon, l'histoire, tout le monde la connaît, et l'histoire a été catastrophique pour les Alsaciens, et donc il y a ce souci chez les Alsaciens que je préfère de travailler à la paix du monde de différentes façons, et Albert Kahn, ça a été par l'image. Albert Kahn, c'est quelqu'un qui est devenu donc un banquier richissime à Paris, et qui recevait tous les grands artistes, musiciens, chefs d'État, etc. chez lui, et qui avait, paraît-il, d'après sa famille, un accent alsacien à couper au couteau, mais mais peu importe, il a créé des liens. Je ne sais pas dans quelle langue il parlait avec l'empereur du Japon, je ne sais pas, mais il a créé des liens extraordinaires, et il avait ce besoin de créer du lien, et en particulier par l'image et par les voyages, parce qu'il a créé des bourses autour du monde pour que les jeunes Français puissent aller voir le monde, et il pensait que seul le contact pouvait, le contact ou l'image pouvait aider les gens à se connaître, donc empêcher la guerre. C'était son idée. Je ne crois pas du tout que les Alsaciens aient perdu leur histoire. Avec mon association, nous intervenons dans des maisons de retraite. Nous présentons des films de famille dans l'idée que ces films-là vont ranimer la mémoire ancienne des personnes. On leur montre des images qui datent de leur enfance, de leur jeunesse, et on veut les solliciter pour qu'ils puissent témoigner. Est-ce qu'ils ont vécu ça? Comment? Est-ce que c'était différent? En quoi? Ils vont nourrir ces images-là. Et après, nous les interviewons, nous les faisons parler. Mais cette histoire-là, elle est tellement fortement vécue encore. Je vous assure, il y a des interviews, là je suis en train de finir les montages, mais c'est à pleurer. C'est des gens qui pleurent, de toute façon, en disant ça. C'est quelque chose qui les habite absolument fortement, et qui veulent absolument transmettre. Pourquoi ils auraient oublié? C'est impossible d'oublier ça. Et ces jeunes-là d'origine portugaise dont je vous parlais, quand j'aurais dit c'est quoi la culture alsacienne, et ils ont dit ah mais c'est l'histoire, ils ont une histoire. Non, je crois que l'histoire est vécue douloureusement par beaucoup et connue par la plupart. Quant à la langue, je trouve que c'est très beau, des gens qui ont plusieurs... J'ai été frappée en allant... Par exemple, vous allez en Inde, vous voyez des enfants qui parlent 2, 3, 4 langues différentes. J'allais dire, on n'en fait pas un plat. C'est des identités différentes qui les nourrissent, qui les enrichissent. Moi, j'ai une des meilleures amies qui est finlandaise. Elle parle évidemment le finnois, elle parle le russe, elle parle le suédois, elle parle l'anglais, elle parle l'allemand, elle parle français. C'est une richesse formidable. Pourquoi est-ce que les Alsaciens perdraient leur langue s'ils la parlent en famille? Je veux dire, ces langues dont je vous parle, ce plurilinguisme, c'est alimenté dans des milieux différents. Si les familles, ce qui se passe, c'est que les familles souvent n'ont pas entretenu l'alsacien à la maison, mais c'est pas complètement oublié, même chez les jeunes, je pense.
l'histoire qui est donnée par les films inédits, c'est une histoire qui repose sur des documents particuliers. C'est-à-dire, ce sont vraiment particuliers, uniques. C'est-à-dire que c'est l'histoire des Alsaciens vue à travers le regard des Alsaciens sur leur propre microcosme. C'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à trouver en dehors du film amateur, parce que il y a peut-être les photos, mais les photos ne disent pas la même chose que les films, parce que les images animées dont nous disposons vont montrer la façon dont les Alsaciens s'habillaient, se déplaçaient, se comportaient avec leurs enfants, les jouets des gamins, quelles fêtes de famille, quelles sorties le dimanche, qu'on mettait pour sortir le dimanche. C'est très drôle, dans les années 30, vous aviez les gens qui étaient en cravate, manteau, la façon dont ils mangeaient, la façon dont ils occupaient leurs loisirs, la façon dont ils allaient voir des manifestations ou pas, les fêtes du village, les manifestations sportives, toutes ces choses-là qui vont être réanimées à la demande grâce aux films de famille. Ces documents-là, ce qui est très touchant, c'est quand vous les montrez, ça dit quelque chose. Ça réanime, vraiment, ça réanime quelque chose dans les gens et ça permet de partager. Par exemple, il y a une fois, on avait fait une présentation de film d'entreprise à Roto. C'était un film qui avait été tourné dans le cadre d'une entreprise textile, Steinlein Dieterlin, pour ne pas la nommer, cette entreprise donnait une caméra à des gens de l'usine en leur disant, écoutez, on vous donne du film 16 mm, vous nous donnez une caméra et puis vous faites des films sur la vie de l'entreprise et sur les balades que vous faites dans le cadre de l'entreprise, etc. Donc moi j'avais récupéré ça, on a fait un montage à partir de ça et on est allé à Roto, au Royal, le cinéma Le Royal à Roto. Et on avait donc annoncé qu'on ferait une séance à partir de ces images-là. On s'est dit, oula, on va au moins être 10. En fait, il y avait un monde fou, c'était plein à craquer, de toutes les générations, de gens qui avaient travaillé là, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et pendant toute la durée du film, qui était muet, on entendait comme ça dans la salle, voilà, les gens qui... Et il y avait une transmission autour de l'image qui était... mais qui a vraiment emballé tout le monde. Les petits-enfants, les enfants découvraient ce qu'avaient vécu les grands-parents. Et il y a eu une transmission de l'histoire, mais d'une certaine histoire. L'histoire quotidienne, l'histoire du travail, l'histoire des balades, l'histoire des cercles sociaux qui nous a tous saisis, quoi. Enfin, ça a été au-delà de ce qu'on espérait. Et c'est vraiment en ça que le film de famille ou le film d'entreprise ou les films inédits transportent une histoire une histoire qui échappe à toute vision officielle, à toute propagande. Et donc c'est extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'on a fait des projets interreg, c'est-à-dire des projets interrégionaux, franco-allemands. Nous en avons fait 2, l'un sur 2012-2015, l'autre sur 2018-2021. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait un travail avec les Allemands, avec la région de Bâle aussi, pour essayer de voir ce que le film amateur, de part et d'autre du Rhin, véhiculait. Et si on ne pouvait pas faire une histoire commune, à partir de ces images-là, qui sont des films non formatés par une propagande. Et là encore, on a vu vraiment combien il y a des choses en commun qui sont partagées de part et d'autre du Rhin dans le quotidien, dans la vie de famille, dans la vie de travail, dans la vie des communes, etc. On est très, très conscient du fait que le film amateur dépasse les frontières nationales. Ces images amateurs sont presque toutes muettes,
que disent-elles de l'Alsace? Elles disent un très grand attachement à la famille, un très grand attachement à la commune, au territoire où les gens sont installés. Elles disent aussi que les Alsaciens aiment bien se promener, aiment bien aller dans les Vosges, aiment bien aller en Forêt-Noire, aiment bien aller en Bretagne, aiment bien aller aussi un peu partout dans le monde. Elles disent qu'il faut aussi, au-delà de ce que montrent les images, aller voir ce qu'il y a derrière. Je donne un exemple précis. Par exemple, là, il y avait un colloque à Haguenau sur les 200 ans de la synagogue de Haguenau. Et donc, on m'a demandé de présenter des images sur le thème « Scène de la vie juive ». Bon, c'est quoi la vie juive, hein? Bon, question. Donc, je viens avec un montage d'images issues de fonds confiés par des familles juives. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit essentiellement des scènes de famille, des scènes de promenade, des scènes d'enfants. Ah, les enfants et les femmes sont les stars du film amateur. Et les jours heureux, parce que c'est rare qu'on sorte la caméra pour filmer le grand-père qui est malade ou le fils qui vient de se casser une jambe. C'est rare. Donc, c'est des jours heureux. Bon, avec des particularités, des voyages en Israël, avec des événements à la synagogue, des mariages juifs, voilà. Et, derrière ça, j'ai voulu quand même évidemment me renseigner, documenter ces images-là, et je me suis rendu compte que derrière ces images-là, vous aviez par exemple une femme qu'on voyait, petite quarantaine, avec un gamin dans les rues de Strasbourg, dans le quartier de la Neustadt. Donc c'était amusant à voir parce que c'était donc juste après la guerre, pas une voiture en ville. Puis voilà, cette femme qui se promène avec d'autres femmes, des enfants, des vieilles voitures, des landaux. Bon, très bien, c'est une mère de famille qui se balade à Strasbourg. Bon. Et en réalité, c'est une femme là qui a été une résistante incroyable, qui a sauvé des centaines d'enfants juifs allemand d'abord dans les années 30 en les recueillant dans des colonies de vacances en Alsace, qui ensuite a été à Clermont-Ferrand comme l'université, son mari travaillait à l'université comme l'université de Strasbourg, qui a continué là à œuvrer pour la sauvegarde des enfants juifs. Bon, et ça dit quoi ça? Ça dit que nous avons un certain niveau de compréhension des images qui est anonyme, qui a d'ailleurs en ce sens beaucoup de valeur. Ces instants anonymes, c'est ce qui fait que on s'y retrouve nous, on retrouve notre enfance, on retrouve nos parents, on retrouve nos enfants, c'est des attitudes. C'est nous, quoi. Et puis par derrière ça, il y a des individualités qui peuvent être exceptionnelles et qui ont eu des destinées extraordinaires. Voilà. Donc il y a ce niveau-là. Dans ces films de famille, il y a cette familiarité. Parce que ces instants anonymes, on les a connus nous. Alors, quel est l'intérêt, vous me direz? Ces instants qui nous semblent familiers à nous, dans 50 ans, ce sera des vestiges d'un autre monde. C'est l'enregistrement d'une vie anonyme, donc en ce sens très partagée et donc en ce sens très précieuse. C'est Albert Kahn qui disait « filmer l'ordinaire, filmer le quotidien, n'allez pas chercher les choses, filmer l'ordinaire ». C'est en ça que je pense que nos films enregistrent le quotidien alsacien sont en ce sens extrêmement précieux. Moi j'ai adoré dans Le panier de houblon, Claude Vigée parle de l'ambiance au cinéma à Bijulaire quand il était gamin. C'était un bazar. Ils hurlaient, ils apostrophaient le méchant, ils gloussaient sitôt qu'il y avait un bisou. Enfin, c'était le souk complet. C'était vraiment quelque chose, un partage. Le plaisir, c'était autant le partage bruyant que faisaient les spectateurs que ce qu'on voyait à la salle, que ce qu'on voyait à l'écran, mais qui suscitait ça. Donc c'était quelque chose d'important dans la vie de ces gamins-là. Ouais. Alors le cinéma est arrivé en Alsace, donc... première projection, 1896, 15 juin 1896.
ça a été fait, ce qui est actuellement rue du Jeu des Enfants d'un côté, et de l'autre côté, il y avait un cinéma qui était le Capitole, qui avait les 2 entrées. Et donc, à ces endroits-là, il y avait un cabaret qui était tenu par un homme qui s'appelait Georges Bruckmann. Et j'aime beaucoup ce Georges Bruckmann. Il est aussi un symbole de l'Alsace, lui, car il avait la moitié de son temps à Paris, les Folies Bergères, les films Lumière qu'il a découverts là, et la moitié de son temps à Berlin, où il a découvert les Skladanowski, les premières représentations cinématographiques, etc. Et voilà cet homme-là, qui est entre les deux encore, qui va amener en Alsace le cinéma. Le cinéma qu'il a, vraisemblablement, c'était des films Lumière, mais il avait entendu parler de ça par les Skladanowski. Les Skladanowski étaient venus faire des spectacles d'images nébuleuses avec des effets de brouillard, etc. Il y avait des spectacles à partir d'images fixes avant qu'il y ait le cinéma Skladanowski animé. Et alors, notre Bruckmann, il est au courant des deux et il se dit « Oh, c'est bien ce truc-là, puisque maintenant il y a des images qui bougent, ça c'est un truc qui va attirer des gens. » Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'était avoir des tas d'attractions dans son cinéma. Il avait des chanteurs, il avait des danseurs, il avait des mimes, il avait des comiques. Il se dit, tiens, ça fera un truc, quelques dizaines de minutes chez moi, ça va être bien. Donc il fait venir ces films-là et il montre une douzaine de films Lumière. Il s'attendait à un tabac. En réalité, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc au bout de quelques semaines, il a carrément arrêté. Mais ça a fait son chemin, c'est-à-dire que il y a Mulhouse qui a aussi décidé de faire ça. Alors c'est assez intéressant de voir que Mulhouse, ça a été découvert sous l'angle scientifique. On s'est dit waouh, on va pouvoir apprendre par exemple le mouvement, bien entendu, mais découvrir des choses et les transmettre en ce qui concerne des techniques et des sciences. Après ça, cette invention a été reprise dans des bistrots. Alors, c'était bien les bistrots parce que les bistrots, il y avait du public, c'était du cinéma muet, donc on pouvait continuer à parler. Il y avait des musiciens qui faisaient partie de l'attractivité des bistrots, donc de l'image, du public, de la musique. Il y a eu beaucoup de bistrots qui se sont mis à faire du cinéma muet comme attraction. Comme maintenant, il y a des télés, des fois, dans des bistrots, voilà. Ça faisait partie du truc. Alors, c'était tenu par qui? Il fallait quand même savoir bidouiller un peu C'était soit des horlogers qui se reconvertissaient là-dedans, parce qu'il fallait quand même manipuler la chose, soit des aubergistes, et souvent avec l'aide de Kaufleute, c'est-à-dire de marchands qui apportaient l'argent. Alors ça s'est fait comme ça, c'était aussi véhiculé par les gens dont c'était la vocation, le métier de distraire, c'est-à-dire les forains. Les forains avaient des manèges cinéma qu'ils ont adaptés pour aller d'endroit en endroit, de commune en commune, de village en village, présenter les films, parce que ces films-là, ils devaient les acheter, et ils les achetaient cher. Donc il fallait qu'ils amortissent. Donc ils allaient d'endroit en endroit pour montrer ces films-là, et c'est eux qui ont massivement fait découvrir le cinéma dans toutes les campagnes alsaciennes. Et puis le grand tournant, ça a été le coup d'État Pathé, quand Pathé a décidé non plus de vendre, mais de louer ses films. Donc à ce moment-là, c'était la mort du cinéma forain, parce que ça n'avait plus de sens. On pouvait avoir pour pas trop cher louer des films, donc c'est là que se sont développées les premières grandes salles de cinéma, et c'est là aussi que nos petits entrepreneurs alsaciens ont été complètement débordés par les grandes compagnies cinématographiques allemandes, la Welt, la Ute, etc., qui ont implanté des salles, comme par exemple la salle de l'Ute qui est aujourd'hui l'Odyssée, qui a ouvert en janvier 1914. Et donc ça a été l'industrialisation du cinéma. Est-ce qu'il y a eu d'abord beaucoup de grands films? Moi, je parle avant la Deuxième Guerre, mettons. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de grands films de fiction tournés en Alsace? Bon,
Il y a eu un certain nombre de films qui ont été tournés. Bon, alors le plus célèbre, c'est évidemment La Grande Illusion. Vous avez eu des films comme... Alors c'est celui qui a fait le plus d'audience et qui est connu dans le monde entier. Est-ce que ça a joué un rôle sur la vision de l'Alsace ? Je ne suis pas très sûre que ça ait, dans le monde entier, donné une certaine vision de l'Alsace, à part le Haut-Königsbourg que tout le monde a connu, peut-être là, donc l'architecture des châteaux forts alsaciens. Est-ce que ça a donné autre chose sur l'image de l'Alsace ? Je ne sais pas. Par contre, moi, j'ai beaucoup été sensible à des films qui ont été des films de propagande, qui ont été tournés soit par les Allemands, soit par les Français, utilisant l'image de l'Alsace et voulant démontrer à partir de l'image de l'Alsace qu'elle était soit complètement allemande, soit complètement française. Mais ces films-là n'ont pas eu une audience... Enfin si, ça a une certaine audience, mais qui n'ont pas traversé les siècles. Ça a été des films qui ont... Alors ce qui est drôle, c'est que chacun utilise évidemment la ficelle la plus commune, c'est-à-dire l'Alsace, c'est une jeune fille. Alors dans les films allemands, elle tombe amoureuse d'un Allemand et qui lui révèle qu'elle est foncièrement, et d'ailleurs par le sang, allemande. Ou alors, elle est amoureuse d'un Français et elle trouve le bonheur et elle résiste à l'affreux Allemand qui veut l'enlever à sa patrie mère. Voilà, mais sur l'image de l'Alsace dans le cinéma globalement, je m'interroge souvent sur l'image que, par exemple, les films financés par les collectivités donnent de l'Alsace. Celui qui me séduit le plus, c'est Tous les soleils. D'abord, on voit l'Alsace, on voit Strasbourg en long, en large et en travers, alors que souvent des films financés par l'Alsace, bon. Et d'autre part, ça donne envie d'y être, ça donne envie d'y aller, et puis ça montrait cette diversité, voilà, ces Italiens qui rencontrent des Alsaciens, qui... Je trouve que c'était... Pour moi, ça répond à une image de l'Alsace qui... Enfin, disons que ça conforte la mienne, quoi. C'est-à-dire une image accueillante, diverse, d'identité multiple et d'accueil. C'est assez respectable, le film de Baroncelli, L'ami Fritz. Et il faut se rappeler que ça fait partie de toute une série qu'il avait faite sur toutes les régions françaises, en particulier en Camargue, puisqu'il était originaire de cette région-là, et où il voulait montrer justement la différence de chaque région, le propre de chaque région. Parce qu'il y avait quelque chose dont il sentait aussi, comme tous les gens à cette époque-là, que c'était en train de disparaître. C'est la démarche à ce moment-là du musée alsacien, c'est la démarche du cercle de Saint-Léonard, qui est éminemment respectable. Ce qui m'avait beaucoup frappé dans cette recherche de la culture alsacienne, de recueillir la culture alsacienne, c'est que c'était pas du tout pour en faire essentiellement un musée, c'était pour ces gens du cercle de Saint-Léonard, c'était pour créer à partir de ça. Ce qui est très frappant, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt des gens dans mes âges qui s'occupent de ça, alors qu'en réalité, le cercle de Saint-Léonard, c'était des gens qui avaient 30 ans. Et ils ne faisaient pas ça pour endormir la chose ou pour la muséifier. Ils faisaient ça pour créer à partir de ça. Et nous, on fait par exemple de plus en plus on sollicite des jeunes musiciens et des jeunes cinéastes aussi pour créer à partir de nos images. Parce que ça peut être le support, ces images anciennes, ça peut être le support de création nouvelle qui montre peut-être comment c'était autrefois, mais qui montre aussi ce qu'on peut faire aujourd'hui à partir de documents anciens. Dans les films amateurs, on retrouve beaucoup d'images de folklore, alors plutôt tout simplement parce que on assiste par exemple à Wissembourg ou à Ribeauvillé ou ailleurs à des manifestations folkloriques. Et ça plaît beaucoup. Donc on sort sa caméra et on enregistre les danses, on enregistre les cortèges, on enregistre les corsos, etc. Maintenant, est-ce que les gens eux-mêmes
ont des objets folkloriques à la maison. Et par exemple, est-ce que dans les vêtements, on voit des choses folkloriques ? Nos caméramans sont un peu trop tardifs et un peu trop bourgeois, peut-être pour certains, pour porter des costumes folkloriques. C'est-à-dire que on voit des images par exemple, dans le fonds Spindler que nous avons, on voit beaucoup d'images de paysans où on retrouve des tenues qui sont alsaciennes. Mais dans les familles, je ne vois pas de costumes folkloriques vraiment portés comme ça. Parce que c'est trop tardif. Nos plus anciens films datent des années 30. Donc il faudrait, d'ailleurs c'est aussi un appel parce que ils disparaissent parce que les anciens qui possédaient ces films-là meurent et que quand il faut vider une maison et que vous voyez une boîte avec des tas de trucs, vous ne savez pas ce qu'il y a dessus, ça part à la benne. Et donc voilà, et c'est très important de garder ces images-là. Donc pour revenir à la question du folklore, c'est un centre d'intérêt évident pour les caméramans. Les gens y vont en famille. Ça peut être la fête de la bière à Schiltigheim, mais c'était vraiment quelque chose. Les gens y allaient, toute la famille y allait. C'était une façon d'assister à une fête qui les concernait tous. Ils étaient très respectueux de la musique, par exemple les fanfares. D'après les interviews que j'ai faites à partir des images, ils étaient heureux comme tout d'entendre les airs populaires alsaciens joués par les fanfares qui défilaient dans la ville, etc. De voir les costumes folkloriques, c'était quelque chose qui faisait plaisir. Et tout le monde y allait, toute la famille, avec les amis. Et souvent, on y allait en grand groupe comme ça. Et le soir, on allait prendre un pot ensemble. C'était vraiment quelque chose d'important. Est-ce que l'identité alsacienne ne serait pas justement caractérisée par une multitude d'identités qui sont travaillées, confrontées, assimilées plus ou moins